Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la 18e vidéo de cette formation sur l'immobilier. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vais vous donner l'ultime stratégie très peu connue pour ne pas payer d'impôts ni de prélèvements sociaux sur vos revenus immobiliers locatifs pendant plus de 40 ans. Et je vais également vous expliquer comment vous pourrez transmettre l'intégralité de votre patrimoine immobilier locatif à vos enfants sans qu'il ne soit taxé à aucun moment à votre décès en termes de droits de succession. Cette vidéo, elle fait suite à la précédente vidéo, la 18.1 du coup, et c'est une alternative. En fait, le début de cette vidéo va être identique à la précédente. Donc, vous pouvez regarder celle-là ou l'autre, ça ne change rien. Et à l'écran ici, s'affiche le timecode auquel vous pouvez vous rendre immédiatement si vous souhaitez voir la stratégie alternative. Dans cette stratégie alternative, on va poursuivre du coup à la stratégie initiale, sauf que là on va pas se mettre en SCI à l'IS, on va se mettre en SARL de famille. Et du coup, il y a des subtilités et des différences importantes. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous invite bien sûr à la regarder pour bien comprendre les différences, puisque dans celle-ci je suis plus concis que dans l'autre où je prenais vraiment le temps d'expliquer. Globalement, vous pouvez retrouver votre bonheur dans les deux. Ça ne changera pas grand chose, vous aurez toujours donc le début où je vous explique comment tenir 24 ans sans aucun impôt sur les revenus locatifs, et ensuite comment transmettre votre patrimoine sans impôt et de la manière la plus bénéfique possible pour à nouveau tenir encore quasiment 20 ans sans impôt. Cette vidéo, c'est la dernière de cette partie théorique et fiscale sur l'investissement immobilier. Ensuite, on attaque la partie 2, le pratico-pratique, avec la recherche de biens, la visite de biens immobiliers, le chiffrage des travaux, interviewer des courtiers, etc. Donc tout ce qui en fait va s'apparenter à votre recherche à vous, pour que vous puissiez prendre votre ordinateur et commencer votre projet donc d'investissement immobilier chez vous. Je vous laisse avec le contenu tout de suite. Tout d'abord, on a vu ensemble que lorsque vous achetez un bien immobilier en nom propre, vous aviez au final le choix entre deux locations possibles, location nue ou location meublée. La location nue, c'est pertinent, à condition d'avoir quand même un certain montant de travaux et un ratio achat versus travaux avec un pourcentage de travaux assez important. L'idée, rappelez-vous, c'était justement que la première année, comme vous avez 10 700 € qui s'impute sur votre revenu global et sort de l'enveloppe de déficit, là je parle bien des travaux, eh bien il faut qu'il vous en reste encore assez derrière pour effacer la fiscalité de vos revenus fonciers nus pendant au moins dans l'idéal 7 à 10 ans, sachant que 10 ans est le maximum. Alors je vais tout de suite vous montrer le calcul pour bien illustrer mes propos et resituer dans le contexte et être sûr que tout le monde suive bien ce que je veux dire par là. Voilà, du coup là on se retrouve sur mon ordinateur. Alors dans mon hypothèse, et c'est l'exemple que je vais garder un petit peu tout au long de cette vidéo, c'est de partir sur le principe qu'on va dire que vous avez investi 200 000 €, d'accord, au total. Donc 100 000 d'acquisition, 100 000 de travaux. J'occulte volontairement là pour le coup les frais de notaire, mais si vous ajoutez les frais de notaire, ça fera du coup 208 000 en prix de revient. Pour donc 200 000 € investis, si vous avez un rendement à 8% brut, ça veut dire que vous allez avoir 16 000 € de loyer à l'année. Alors dans notre exemple, on va imaginer que vous avez acheté un petit immeuble ou un lot de 2 appartements, peu importe, et que du coup, en gros, vous avez acheté le lot pour 100 000, et puis du coup, que derrière, vous avez fait à peu près 100 000 € de travaux pour bien les rénover. Vous avez acheté quasiment, on va dire, 2 ruines, donc 2 appartements en ruine. La surface, on va dire que c'est à peu près, du coup, par rapport au loyer, etc., que c'est à peu près des T3, des grands T3, comme ça, voilà, vous avez le contexte un petit peu de ce qui a été fait. Je prends donc mon rendement à 8%, on voit bien que j'ai 16 000 € de loyer tous les ans. Je vais, la première année, bien évidemment, passer mes intérêts d'emprunt, qui sont dégressifs d'année en année, mon assurance de crédit, qui alors soit fixe, soit dégressif, ça dépend de ce que vous avez négocié avec la banque. Et puis la première année, en charge déductible, en déficit foncier, j'ai donc le frais de dossier bancaire, à peu près 500 €, et les frais de garantie, du coup à 1085. Donc ça, c'est des données très crédibles et très réelles par rapport au marché actuel au niveau des taux d'intérêt. Ensuite, je vais avoir du coup, vous voyez, si je prends ici les charges, donc 900 € de taxes foncières, 100 € d'assurance propriétaire non occupant, et puis 720 € de charges de copro. Donc ça c'est pareil, c'est des charges que je vais payer tous les ans, donc je peux le mettre sur la durée. Ensuite, on a fait 100 000 € de travaux, donc c'est ici que ça va apparaître. Et du coup, donc sur ce simulateur, tout est calculé automatiquement. Pour rappel, au cas où vous pouvez vous aussi de votre côté l'acheter donc pour 19,90 € en cliquant sur le lien dans la description. Donc là ça nous amène à, première année j'ai 16 000 € de loyer, je déduis 9 700 € de charges financières, et je déduis du coup cette année exceptionnellement comme j'ai eu les travaux, 101 720 € de travaux. Évidemment, j'ai pas de revenu foncier positif, bien sûr, et j'ai 10 700 € qui s'imputent sur mon revenu global, et du coup en déficit reportable, il me reste au total donc 84 721 €. Donc là, je sais que j'ai une enveloppe de déficit foncier de 84 721 €.
Très bien. Ensuite, deuxième année, on continue, donc les mêmes charges, sauf que je n'ai plus ici les frais que j'ai eu qu'une fois. Et donc du coup, bah normalement, j'aurais dû avoir 6 544 € de revenus fonciers nets, mais comme du coup j'ai 84 721 d'enveloppe, eh bien on le ramène à 0, etc., etc., d'année en année. Jusqu'à arriver ici à 10 ans. 10 ans où, vous voyez, on voit que c'est l'année, ici, là, sur cette ligne-là, on repasse en positif. Du coup, eh bien, en fait, ça veut simplement dire que, grâce à ce système, donc j'achète pour 100 000 € d'immobilier, je fais 100 000 € de travaux, et bien du coup, je vais pouvoir tenir 10 ans sans impôt, ce qui est pas mal. De toute façon, au-delà, on n'aurait pas pu, puisque je rappelle que la durée de vie du déficit est de 10 ans. Très bien. Bon. Rappelez-vous en plus, on avait vu que du coup, oui, effectivement, dans ces conditions, si vous revendez le bien, la plus-value sera plus forte, puisque les travaux qui auront été payés et imputés donc en tant que déficit foncier ne seront pas pris en compte pour le calcul justement de la plus-value. Donc si vous revendez juste après la fin du déficit, clairement vous allez morfler en taxe sur la plus-value, mais là, aujourd'hui dans cette stratégie, on s'en fiche puisque l'idée n'est pas de revendre. Si vous aviez fait de la location meublée directement, effectivement vous auriez passé un certain nombre de charges la première année qui vous auraient généré du déficit meublé. Et puis vous auriez amorti votre bien avec la méthode par composant, etc., qui vous aurait également sur les premières années généré des amortissements excédentaires. En gros, vous auriez passé en comptabilité votre bien en meublé. Là aussi, on va juste faire un point et basculer sur mon ordinateur parce que j'aimerais vous montrer comment fonctionne le rendement d'une opération identique à celle en déficit en meublé. Et également aussi vous montrer l'impact que peut avoir le rendement sur le nombre d'années sans impôt. Ok, du coup là on se retrouve donc sur mon ordinateur, mais cette fois-ci sur le simulateur, donc microbique versus réel. L'idée de notre simulateur là, c'est de faire des projections justement au réel et pouvoir voir combien de temps va tenir sans impôt et comment ça va se passer dans le temps, est-ce qu'il vaut mieux passer en charge, amortir, etc. Donc pareil, rebelote, c'est un simulateur que vous pouvez aussi acheter vous de votre côté et vous pouvez du coup l'acheter pour 29,90 € celui-là sur le lien dans la description. Dans mon exemple, j'ai fait simple, j'ai déjà tout pré-rempli, j'ai mis 20 000 € de valeur terrain. Évidemment, la dernière fois en nu, on n'avait pas besoin de calculer le terrain, là oui. Donc j'ai mis 20 000 € sur 200 000 €, vous voyez, de prix de revient. Enfin en gros, j'achète un immeuble 100 000, j'ai 20% qui correspond à la valeur terrain. C'est pas mal, mais comme je suis en monopropriété, on va dire que c'est cohérent. Bon. 20% c'est bien. Donc là j'indique mes 100 000 € ici, donc de mon achat d'immeuble, hein, c'est le prix que je l'ai payé. Donc ça en gros c'est facile. On enlève les 20% du terrain qui n'est pas amortissable, donc il me reste 80 000 réellement amortissables. Et comme j'achète on avait dit un immeuble, vous savez, qui était ancien, ou un lot de 2 appartements, peu importe, qui était ancien et à refaire. Du coup on va mettre le pourcentage de chaque composant comme on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, 30% pour le gros œuvre, là on a mis 35% pour l'aménagement intérieur, 3% pour la toiture. Alors si on est en monopropriété, qu'on a vraiment un immeuble, une maison on va dire à part entière, certainement qu'il y aura plus de toiture. Par contre si on a acheté un lot de 2 appartements dans une grande résidence, peut-être que ce sera que 3%, voire même moins. Donc bien sûr là c'est une simulation fictive. Et plomberie, électricité, j'ai mis 12%. Les durées, c'est ça qui va être intéressant ici, c'est que selon l'état du bien, du bâtiment, etc., on va avoir des durées qui vont varier. Gros œuvre façade, tout va dépendre de comment est l'extérieur de votre immeuble. Bon, ça, moi j'ai mis 45 ans, ça veut dire que c'est quand même un immeuble qui est pas tout neuf, mais qui est pas en mauvais état, genre un truc qui a été construit dans les années 2000. Toiture, j'ai mis 15 ans, pareil, s'il a été construit dans les années 2000, vous voyez, ça va faire environ 15-20 ans du coup que c'est fait. Si la toiture a une durée de vie de 30 ans parce que c'est une toiture classique, il reste 15 ans. Jusque-là, c'est cohérent. L'aménagement intérieur et l'électricité plomberie. Du coup, si ce sont des composants qui n'ont jamais été rénovés, que c'est vieillot, que ça a été pas entretenu et tout ça, bon, puisque de toute façon c'est le cas, hein, puisque je rappelle que vous achetez, on avait dit une ruine, entre guillemets, pour 100 000 €, forcément pour ce prix-là, ça veut dire que l'intérieur est pourri. Du coup, j'ai mis 5 ans. Alors évidemment, si c'est vraiment pourri, on pourrait dire que c'est 2 ans, si c'est en meilleur état, on pourrait dire que c'est 7 ans. Tout va dépendre de la réalité. On va partir sur cet exemple-là dans la simulation. Ce qui veut dire que pour les 5 premières années, en meublé, j'ai 10 267 € d'amortissement par an, et au bout de 5 ans, j'ai ce poste-là, donc à 7000 qui saute, et celui-là à 2400 qui saute. Donc vous voyez, il ne restera pas beaucoup d'amortissement après 5 ans. Sur le bien. Si je suis en meublé, ça veut dire que j'ai du mobilier, donc j'ai mis 5000 € de mobilier, 2500 par appartement, étalé sur 7 ans si c'est du mobilier neuf, et là j'ai mis évidemment mes 100 000 € de travaux, du coup, étalés sur 15 ans, si c'est que de la rénovation intérieure. C'est la durée moyenne, hein. En réalité tout va dépendre des matériaux utilisés, tout ça, mais c'est la durée moyenne. J'ai rempli ensuite les données, donc comme tout à l'heure, 16 000 € de loyer par an, la taxe foncière. J'ai juste en plus cette fois-ci les 16 000 € de frais de notaire, puisqu'en meublé on peut passer en charge les frais de notaire, enfin ce qu'on appelle les droits de mutation en réalité, c'est le terme officiel pour les frais de notaire, y compris du coup les droits de mutation, y compris la taxe de la publicité foncière, etc. Bon, c'est ce que communément nous on appelle tous les frais de notaire, enfin c'est l'enveloppe qu'on paye au notaire quoi. Donc 16 000 €, j'ai gardé les mêmes chiffres pour le reste, et puis pareil pour les intérêts d'emprunt, etc. Tout est passé de la même manière. Et j'ai mis 250 € de tarif comptabilité.
Du coup, si on regarde ce qui se passe, c'est que là, normalement, bon, la première année, évidemment, on n'a pas du tout de, comment on appelle ça, de résultat, puisque du coup on est à 0, puisqu'on a plus de charges que de loyer, ça c'est évident. Et ça va même nous générer du coup 11 000 € de déficit en meublé. Donc là, comme on est en meublé, le déficit ne s'impute pas sur le revenu global, ça c'est réservé à la location nue. Et on a du coup 15 230 € qui se mettent en ce que j'appelle dans le silo, moi, avec l'image de grains qui s'accumulent, d'amortissement excédentaire. Donc, année par année, ensuite, on va suivre. Rebelote ici, grâce aux amortissements, on tombe encore à 0, et en plus, on a des amortissements excédentaires qui viennent se mettre en supplément, donc ça va faire monter notre silo, etc. Donc on va avancer, comme pour l'autre tout à l'heure, et on va regarder, et c'est du coup, ici, donc en 2038, dans ces conditions, que on va seulement commencer à payer de l'impôt, pour ce que j'ai annoncé comme type de rendement. Du coup, ça veut dire que là, on tient 15 ans sans impôt, avec un rendement à 8%. Dans notre exemple. Maintenant, je vais vous montrer si on passe le rendement du coup à 9%. Donc on va mettre 18 000 € cette fois-ci de loyer annuel. Et là, vous allez voir, ça réduit forcément naturellement la durée pendant laquelle on n'a pas du tout de fiscalité. Voilà, donc là, on y est à nouveau. Et là, cette fois-ci, la non-fiscalité, c'est jusqu'en 2035 inclus, donc 2036. Donc ce coup-ci, on est sur 12 ans. 12 ans complets sans impôt. Donc voilà, il y a une différence de 3 ans par rapport à avant, forcément parce qu'on a plus de rendement, et si on avait un rendement à 10, ce serait certainement 9 ans, un rendement à 11, etc. Forcément, plus on a d'argent qui rentre, moins on peut le défiscaliser, ce qui est évident. A contrario, dans ce même exemple, si vous avez un rendement à 5%, vous tiendrez certainement 23-24 ans sans impôt. Donc, si vous teniez 25 ans sans impôt, la stratégie que je vous explique aujourd'hui, elle aurait pas trop de sens, puisqu'en fait, il suffirait juste de le mettre en meublé, et puis de toute façon, ça passerait. Sauf que là, nous aujourd'hui, dans la formation, donc investissement à haut rendement, et haut rendement veut dire que du coup, il faut être encore plus habile au niveau de la fiscalité. Bon, voilà, j'espère que cet extrait vous aura été utile pour mieux comprendre un peu les possibilités, et surtout les liens de cause à effet entre nu et meublé à opération égale, parce que c'était ça qui était intéressant de comparer. Jusque-là, tout ce que je vous ai dit ou montré, on l'a déjà vu au travers des précédentes vidéos, c'était juste pour resituer dans le contexte. Mais là où ça devient intéressant, c'est donc que on part sur l'hypothèse où vous allez d'abord faire du déficit. Donc si on reprend mes exemples, vous allez tenir 10 ans avec un rendement à 8%. Dans notre exemple, on imaginait que vous aviez acheté, je le rappelle, un petit immeuble de 2 appartements ou un lot de 2 appartements, peu importe. Du coup, au bout de 10 ans, quand votre déficit arrive à sa fin, vous passez le logement meublé. Alors, oui, dans la pratique, ce sera pas le jour même, évidemment, de la fin du déficit que vous allez passer en meublé, vous n'allez pas mettre votre locataire dehors sous prétexte que vous passez en meublé. Par contre, ça peut être fait quelques mois avant ou au pire quelques mois après. En gros, quand il y a un changement de locataire. Mais là, pour l'exemple, on va imaginer que c'est le jour même, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est là où déjà on a une première optimisation fiscale qui est très intéressante. Parce que nous, en comptabilité, si vous venez vers moi et que vous me dites bonjour, j'ai acheté cet immeuble il y a 10 ans pour 100 000 €, j'ai fait 100 000 € de travaux, j'ai donc bien un prix de revient à 200 000, comme il y a 2 appartements identiques, ça fait bien 100 000 € par appartement, ok. Sauf que du coup, votre comptable, au bout de 10 ans, il va vous dire d'accord monsieur, madame, votre prix de revient à l'époque c'est super, mais moi en comptabilité LMNP, aujourd'hui, quand j'ai des appartements qui sont d'abord occupés en résidence principale ou qui sont loués en location nue, eh bien le jour, donc aujourd'hui, où vous me les passez en location meublée, moi je vais prendre leur valeur vénale à ce jour. Donc ce qui m'intéresse, c'est que vous me donniez leur valeur actuelle, et pas la valeur de ce que vous avez fait il y a 10 ans. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant, parce que logiquement, comme vous avez fait pas mal de travaux il y a quelques années, si vous avez évidemment pas surpayé vos travaux, que vous n'avez pas des goûts horribles en aménagement intérieur, normalement, déjà le lendemain des travaux, vous aviez fait une petite plus-value il y a 10 ans. C'est-à-dire que si vous aviez vendu votre immeuble capable de générer 8% de rendement, hyper bien rénové, super propre avec des matériaux bien choisis, etc., peut-être que votre immeuble qui vous est revenu en prix de revient à 200 000 aurait pu déjà se vendre 210 ou 215 à un investisseur un peu moins exigeant que vous sur le rendement. J'en profite pour vous rassurer que la plupart des investisseurs ne cherchent pas forcément du 8 ou du 9, La plupart des gens sont contents à 6, 7, 7,5. Déjà, de base, vous dites, ok, j'ai peut-être fait une plus-value grâce aux travaux. Mais, ce qui est intéressant, c'est que comme la comptabilité LMNP sur les immeubles est faite en sorte que l'on doit séparer intrinsèquement les deux logements, puisque là vous avez certes peut-être un immeuble ou un lot de deux, mais nous comptablement, on doit prendre une comptabilité, on va faire une comptabilité par appartement, puisque si un jour, en fait, vous les vendez, on doit être capable de dire quels amortissements ont été vendus. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, on est obligé de les séparer. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vos comptables va dire merci de me donner du coup la valeur vénale de chaque appartement individuellement. Et là, pour estimer la valeur, il va vous dire combien vous le vendriez aujourd'hui. Et si vous le vendez aujourd'hui, ce serait certainement à quelqu'un qui cherche une résidence principale, peut-être un investisseur, d'accord, mais il y a quand même des chances qu'un appartement T3 comme ça individuel se soit vendu à quelqu'un qui cherche une résidence principale.
Or, du coup, comme vous à l'époque vous aviez acheté un immeuble et fait des travaux groupés, bah vous avez réalisé des économies. Votre appartement vous est revenu à 100 000 € l'unité, et bien aujourd'hui, il doit probablement se vendre autour des 115 120 000 € cet appartement. C'est un peu le principe du petit marchand de biens qui achète à l'époque un lot pour ensuite déloter les appartements, les faire rénover et ensuite les vendre à titre individuel. Quelqu'un aujourd'hui qui cherche un appartement T3 pour 115 120 000 €, c'est pas déconnant. Je fais juste une parenthèse, je dis ça par rapport à notre région d'investissement qui est le Nord-Franche-Comté et Sud-Alsace, parce qu'évidemment si vous habitez à Lyon ou Paris, ça vous paraît complètement invraisemblable ce que je donne comme chiffre. Je parle donc bien par rapport à notre région d'investissement. Donc si en plus vous avez des doutes sur le fait que la valorisation que je vous donne soit bonne, en se disant quand même s'il m'est revenu à 100 000, je vais pas le vendre 120 000 aujourd'hui, ça me paraît beaucoup. Eh bien regardez du coup, votre appartement, on avait dit qu'il pouvait générer donc du coup, votre immeuble 16 000 € annuels, ce qui fait bien 8 000 € par appartement, avec un rendement à 8%, ce qui fait 666 € de loyer par mois. Regardez de la région par exemple, que là je prends en exemple, combien se louent les T3 à peu près, c'est 666 € par mois. Regardez combien se vendent les T3 qui sont rénovés. Eh bien nous dans notre région, un appartement T3 qui est bien rénové avec un loyer comme ça, si vous regardez sur internet individuellement, c'est bien minimum 120 000 €, si ce n'est plus. On peut trouver des lots qui sont vendus 140, 150, 160 pour ces prix-là. Donc quand je vous dis que ce qui vous est revenu à 100 000 € il y a 10 ans aujourd'hui se vend 120, c'est pas du tout déconnant. Et en plus, n'oublions pas une chose, l'inflation immobilière et l'inflation générale des prix est passée par là en 10 ans. Du coup, votre appartement qui est estimé à 120, aujourd'hui se vendra probablement même plus 125 à 130 000. Et on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que vous êtes forcément beaucoup plus riche, puisque s'il y a eu de l'inflation, ça veut dire aussi que votre argent vaut moins cher. Donc 125 000 € dans 10 ans, équivaut peut-être à 115 aujourd'hui. En revanche, votre comptable, et c'est là où je voulais en venir, va vous dire bon, finalement je prends combien de valeur vénale par appartement. Bon, là vous dites ok, allez, prenez 125 000. Très bien. Donc on prend 125 000. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que du coup, si on prend une base plus élevée en valeur vénale, ça veut dire qu'on va avoir plus d'amortissement, puisqu'on va du coup amortir non pas 100 000, mais bien 125. Je vous propose tout de suite qu'on repasse du coup à nouveau sur mon simulateur et qu'on voit comment votre comptable va faire comme calcul au bout de 10 ans avec vos appartements fraîchement LMNP. Et voilà, on se retrouve du coup à nouveau sur mon ordinateur. Alors, par rapport à la dernière fois, ce qui a changé, puisque là je rappelle qu'on est au bout de 10 ans, donc la valeur terrain d'un appartement, puisque là je parle bien d'un appartement. On en a deux, c'est vrai, mais du coup on va juste faire x2, donc en fait là je vais vous montrer la comptabilité pour un seul des appartements. Donc tout à l'heure on avait 20 000 € de valeur terrain pour l'immeuble dans sa globalité, ce qui faisait 10 000 € de valeur terrain par appartement, et comme là le temps est passé et qu'il y a eu l'inflation, comme je l'ai dit, et bien du coup, le terrain, c'est le terrain qui a pris aussi de la valeur, c'est pas en fait l'immobilier en tant que tel, c'est la valeur du terrain. Donc on va recalculer à ce moment-là la valeur terrain aux données, on sera sûrement autour des 15 000 € par appartement, ce qui ferait 30 000 pour l'immeuble. Ok, ensuite, du coup, ici au niveau de nos composants, eh bien ça ne va pas varier réellement au niveau de la répartition, ça va être à peu près la même chose que tout à l'heure, puisque la structure de l'immeuble n'a pas changé. Par contre, ce qui va varier, ça va être évidemment nos durées d'amortissement. Gros œuf façade, tout dépend de l'exemple, en fait, ça c'est un exemple fictif, donc c'est dur de donner, donc je laisse 45 ans, voilà, pour dire que c'est 45 ans, mais si par rapport à tout à l'heure, par exemple, en U, ça aurait dû déjà être 45 ans quand vous avez acheté l'immeuble, et qu'il y a 10 ans qui sont écoulés, maintenant c'est 35. Donc il sera probablement temps bientôt de refaire la façade, ou de remettre un coup de peinture, parce que votre immeuble est quand même déjà assez vieux. C'est ça que ça veut dire. L'aménagement, agencement. Si tout à l'heure, quand vous avez fait vos travaux en U, normalement, vous savez, si vous étiez en meublé, on l'a vu, vous auriez dû amortir le composant sur 15 ans, puisque du coup, vous avez fait 100 000 € de travaux, qui ont remis à zéro le composant aménagement intérieur, qui en général est amorti sur 15 ans, selon la typologie des matériaux utilisés. Et là, ça fait 10 ans qui se sont écoulés entre la dernière rénovation et aujourd'hui. Donc 15 moins 10 égale bien 5. Donc ça veut dire que, théoriquement, si on suit la logique de la compta meublée, dans 5 ans, il faudra renouveler un peu votre intérieur, parce que ça veut dire que ça a très mal vieilli. Soit c'est plus à la mode, soit ça commence à être usagé, soit ça commence à être dégradé, il peut se passer pas mal de choses. Donc 5 ans. Ensuite, la toiture, c'est compliqué à estimer aussi, puisque c'est un exemple fictif, mais si la toiture avait été refaite, je sais pas, 2 ans après votre achat en location nue, du coup, comme une toiture, quand on la refait, si on utilise des matériaux standards, c'est amorti sur 30 ans, du coup, ça veut dire que ça fera 8 ans que ça amortit, donc vous voyez, il reste 22. Et pour l'électricité, pareil, si la dernière fois, quand vous aviez tout refait il y a 10 ans en location nue, vous aviez tout repris, tout remis aux normes et tout ça, ça fait 10 ans, donc 30 ans moins 10 ans égale 20. Donc vous voyez, la logique, elle est là. Donc on a bien notre appartement, 125 000 € amorti, etc. Et on va avoir du coup 12 099 € d'amortissement sur les 5 premières années, puisque une fois que notre poste aménagement intérieur ici sera épuisé, il n'y aura plus que 2099 d'amortissement. J'amortis évidemment mes meubles, puisque si je passe en meublé, il faut que j'achète des meubles pour le meubler, sinon je suis pas dans le cadre d'un meublé. Et là on a dit qu'on ne refaisait pas de travaux, donc je ne passe rien. Ici, au niveau des loyers, du coup là on parle bien d'un appartement, donc on va dire que c'est 8 000 €, il suffira de multiplier par 2 pour avoir la compta des deux lots que vous avez.
Voilà. Et puis, au niveau des charges, du coup, bah, tout est divisé par 2, puisque là, je parle que d'un appartement. Donc, on va être sur 450 € ici. L'assurance péno, ça va être environ 50 € par appartement. Les charges de copro, du coup, sur 360, moitié, oui, donc on va tout diviser par 2. Ici, tout simplement. Et puis, ce qu'il faut bien prendre en compte, là, comme on parle que d'un appartement, c'est aussi au niveau des intérêts d'emprunt. Ça, c'est pour notre total. Donc, si je fais égal ça divisé par 2, voilà. Donc ça, c'est les amortissements qu'on va mettre à 50-50 sur un des appartements. Et comme on est déjà au bout de 10 ans, bah du coup, et qu'on on avait dit qu'on faisait un crédit sur 20 ans, du coup, ça veut dire que là, on va avoir seulement 10 ans encore d'intérêt à payer pour aller à 20 ans. Normalement, si on regarde, on ne doit pas en être très loin. Hop, ici. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça nous amène jusqu'ici. Et normalement, on est bien sur 2045. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que c'est la 20e année où on ne paye plus d'intérêt. Notre assurance de prêt, elle ne bouge pas. Enfin si, elle est divisée par 2, puisque du coup, on a... C'est quoi ce calcul que je fais là 260. Puisque du coup, on n'a qu'un appartement. Et voilà. Donc là, on a quelque chose de cohérent pour un logement. Résultat des courses, si on regarde, on va avoir du coup, première année évidemment, pas de résultat net. Pourquoi ? Parce qu'on a 8000 de loyer, moins 860 pour les charges d'exploitation, moins 2157 pour les charges financières, donc il reste 5000 en gros, et à ces 5000 €, il va falloir du coup évidemment enlever les amortissements qu'on a sur l'appartement. Donc là c'est 12 456, et aussi les frais de compta. Du coup, ça va nous faire sur cette année-là 0 de résultat, 7473 d'amortissement excédentaire et 250 de déficit. Le déficit, il provient de la comptabilité, puisqu'en fait la comptabilité ne peut jamais venir gonfler les amortissements. Alors c'est un peu technique, donc à la limite, vous n'êtes pas obligé de retenir, mais retenez juste que les frais de compta créent du déficit. Du coup, bah là, on avance dans les années, 2033, 2034, 2036. Là, on devrait repasser en positif, mais on a des amortissements excédentaires. Et on avance, jusqu'en, ici, 2045. Et 2045, c'est seulement là, la première année où vous allez commencer à repasser en résultat positif. Et pas de beaucoup, vous voyez, vous avez 1115 €. Donc on va dire que jusqu'en 2045 inclus, vous n'avez pas d'impôt. 2046, vous êtes censé en repayer. Je vais maintenant repasser sur la vidéo classique pour vous expliquer justement ce qui se passe et ce qu'il faut faire maintenant pour aller vraiment au bout de cette logique et de cette stratégie. Bon, après toutes ces vidéos, j'ai une super nouvelle. Si du coup on regarde tout votre parcours, c'est-à-dire du premier jour où vous avez acheté, puis fait 10 ans de déficit foncier, puis ensuite 13 ans sans impôt en LMNP, ça fait désormais du coup 23 ans que vous possédez votre bien et qu'actuellement vous n'avez toujours pas payé un seul impôt sur le revenu ni aucun prélèvement social sur vos loyers locatifs. Ce qui est quand même assez fou, 23 ans, je veux dire, c'est pas mal. Sauf que là, on attaque la 24e année. Et si vous restez comme ça, en LMNP, vous allez avoir du coup 5241 € de résultat annuel, et du coup si vous êtes dans une tranche d'imposition à 30% plus les 17,2 de prélèvements sociaux, bah vous allez payer quand même 2474 € d'impôts sur vos revenus par appartement, soit presque 5000 pour les deux, puisque je rappelle qu'il y a toujours 2 appartements. Donc 5000 € d'impôts pour 16 000 de loyer, on est presque à 30% de taxes globales sur les loyers, et c'est cher. Évidemment, nous dans notre stratégie, on se contente pas de ça, on va se dire ah non, je vais quand même pas payer de l'impôt sur les revenus, c'est fou. Du coup, on va passer à l'étape 3, et c'est précisément ici que diverge cette vidéo avec sa version alternative. Dans cette version 18.2, nous allons imaginer qu'à ce moment précis, vous allez créer une SARL de famille. Dans l'autre version, on avait créé une SCI à l'IS ou une personne morale à l'IS, du style SAS ou SARL classique. Dans cette version, on va se concentrer sur la SARL de famille pour les personnes qui souhaitent anticiper la donation de leur patrimoine à leurs enfants, tout en profitant d'avantages fiscaux encore un petit peu plus avantageux pour les enfants principalement que dans la première version. Et à ce moment-là, vous êtes en droit de vous dire, ok, mais en fait c'est quoi une SARL de famille ? Pourquoi de famille ? Déjà, il faut savoir que, comme son nom l'indique, pour pouvoir la créer, il faut que les associés soient de la même famille, soit par le lien du sang, soit par alliance. À noter qu'il doit s'agir donc de frères, sœurs, parents ou conjoints pacsés ou mariés, sachant que les oncles, grands-parents, neveux et nièces sont exclus. Il faut donc bien évidemment qu'il y ait 2 associés minimum, vous ne pouvez pas créer une SARL de famille seule, sachant que le plus gros avantage d'une SARL de famille, c'est que vous pouvez opter pour l'option d'imposition à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, pour une durée illimitée. Si vous aviez fait une SARL classique, vous n'auriez pu opter à l'option pour l'IR que pour 5 ans, et ensuite vous auriez dû passer à l'IS. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire, ok, on crée une personne morale, qui est nouvelle, on va pouvoir être à l'IR, donc en fait, ça va être un peu comme si on était en indivision, et on va faire un bilan comptable au niveau de la SARL de famille. Et ensuite, chaque associé est imposé au niveau de son foyer fiscal au prorata de ses parts. Alors typiquement, je vous donne un exemple. Vous faites une SARL de famille avec votre femme ou votre mari à 50-50. Vous achetez un bien 100 000 €,
comptablement on va amortir le bien, passer les charges, calculer les loyers, etc. au niveau de la SARL. Et si pour X ou Y raison, vous avez un résultat net de 1000 € à la fin, donc toujours pareil sur le compte de résultat de la SARL, eh bien, si vous êtes associé à 50-50, alors votre femme ou mari déclarera 500 € de résultat et sera imposé à l'IR et aux prélèvements sociaux dessus, et vous, de votre côté, c'est pareil, vous allez déclarer 500. Bon, vous allez me dire que si vous êtes marié ou pacsé, vous êtes dans le même foyer fiscal. Donc au final, 500 plus 500, ça fait bien 1000 € qui seront imposés au même endroit. Et vous aurez totalement raison. Par contre, si vous faites une SARL de famille avec par exemple votre frère ou sœur, il y a peu de chances que vous soyez dans le même foyer fiscal, et du coup, lui il déclarerait 500 € de son côté, et vous déclarez 500 € du vôtre. Voilà, donc vous voyez, je pense que vous comprenez le sens. Avant d'aller plus profondément dans la stratégie et le détail, je voudrais quand même vous rappeler l'idée générale derrière tout ça, donc chose que j'ai beaucoup plus détaillée dans la première vidéo. En fait là, c'est que vous allez du coup créer cette personne morale, donc là en l'occurrence c'est une SARL, vous allez vendre vos 2 appartements à cette SARL, et ensuite on va se dire bah ok, la société elle a pas les fonds pour l'acheter, donc vous allez lui vendre sous forme de crédit vendeur, c'est-à-dire que vous allez acter la vente, mais elle ne pourra vous payer que tous les mois quand elle encaissera des loyers, donc ça change pas. Ensuite, comme vous l'aurez vendu, vous allez plus être propriétaire de votre bien, ce sera la SARL qui va l'être. Et du coup, comme elle va vous rembourser le crédit vendeur tous les mois, ce sera pas des loyers qu'elle va vous verser, ce sera simplement le fruit de la vente mais décalé. Et par conséquent, vous n'allez pas être taxé dessus. Donc ça veut dire que cette SARL, si vous lui vendez du coup vos 2 appartements étalés par exemple sur une durée longue comme 20 ans, ça veut dire que tous les mois quand elle va récupérer de l'argent, elle va vous le verser, vous ne serez pas taxé dessus, et puis au bout de 20 ans, elle vous aura remboursé votre dette. D'accord? Donc ça va permettre de tenir en fait encore 20 ans sans impôt du tout. En fait, qui va être fiscalisé? Globalement, ce sera la SARL de famille. Donc oui, s'il y a de l'impôt sur les SARL de famille, vous allez en avoir un petit peu aussi si vous êtes associé, quoique vous allez voir que vous n'êtes pas forcément obligé d'être associé. Et puis s'il n'y a pas d'impôt sur les SARL de famille, il n'y en a pas. Les associés ne payent pas d'impôt, et vous, tous les mois, vous récupérez du coup votre dette. Les inconvénients de cette stratégie, bien qu'ils soient limités par rapport aux avantages, c'est que du coup, vous allez devoir aussi lui avancer les frais de notaire, puisque c'est malgré tout une vente, donc le jour où vous lui vendez vos 2 appartements, 250 000 €, et bien du coup il faudra payer les frais de notaire, donc environ un peu plus de 16 000 € qu'il faudra avancer, donc vous n'allez pas lui prêter 250 000 mais 250 plus les frais de notaire. Et puis comme vous vendez en tant que personne physique, si vous êtes éligible à une taxe sur la plus-value, ce sera aussi le jour où il faudra la payer. Tous les calculs avaient été faits en détail donc dans la première vidéo, donc vous pouvez la voir encore une fois si vous voulez tout comprendre. Bon, je réponds enfin à la question. Pourquoi est-ce que du coup, dans cette vidéo, on veut faire une SARL de famille? En fait, l'idée c'est que quand vous êtes en SARL de famille, les associés peuvent profiter du statut LMNP, mais sans être en indivision. On a toujours cette notion de part, et c'est ça qui est intéressant. Alors vous allez me dire, on aurait très bien pu faire une SCI à l'IR. Oui, sauf qu'en SCI à l'IR, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10% des recettes en meublé. Du coup, ça empêche d'être en LMNP, en SCI à l'IR. Donc c'est pour ça qu'ici on préconise la SARL de famille. C'est juste ça la différence. Donc créer une SARL, c'est bien, mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que j'intègre mes enfants à la SARL de famille ou pas, comme associés? En fait, ça va dépendre de votre situation personnelle. En gros, si vous créez votre SARL de famille et que vous n'intégrez pas vos enfants, alors du coup, les 2 associés, ce sera vous, mari-femme, qui allez être propriétaire intégralement de la SARL. Et comme du coup, comme on avait fait dans la précédente vidéo, vous allez vous auto-acheter le bien. Alors ça sert à rien du tout. Si c'est juste pour vous auto-acheter un bien, vous allez payer des frais de notaire, vous allez avoir de la comptabilité sur votre SARL. La seule chose qui sera avantageuse, c'est que vous allez pouvoir réamortir le bien à partir de zéro, donc gagner quelques années sans impôt. Alors que si vous étiez resté en nom propre, comme vos amortissements auraient été épuisés, bien vous auriez été fiscalisé. Donc on peut dire qu'il y a cet avantage. Mais là, dans l'idée de la stratégie, c'est plutôt de dire on va créer la SARL de famille, et puis en fait, on va donner la nue propriété des parts à nos enfants. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait vous aurez gagné le fait de transmettre votre patrimoine immobilier locatif sans droit de succession à vos enfants. Et le jour où vous décéderez, ils vont récupérer la pleine propriété des parts de la SARL, et du coup, ils vont devenir en fait, si vous avez 2 enfants, ils seront les 2 propriétaires à 50-50 en gros de la SARL de famille. Sauf que, à la limite, on s'en fiche que ce soit une SARL de famille, puisque comme ils sont comme en nom propre, ce sera comme si ils sont en indivision. Donc il n'y aura pas la taxe sur la plus-value des sociétés, personnes morales, il n'y aura pas les dividendes à repayer, etc. Vous voyez, donc on a une fiscalité qui est beaucoup plus douce pour les héritiers. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que comme vous allez faire la donation, peut-être, je sais pas, admettons dans mon exemple, vous faites votre montage avec votre SARL de famille, vous faites la donation au moment où vous avez 50 ans. Je dis ça comme ça. Eh bien, si vous décédez à 70 ou 75, bon c'est relativement jeune, mais admettons, du coup ça fera 20 ou 25 ans que vous aurez fait la donation. Et du coup, nouvelle astuce, surprise, en fait, c'est comme en nom propre. Comme vous êtes en SARL de famille, comme vous êtes à l'IR, ça veut dire qu'il y a des abattements sur les plus-values en fonction des durées de détention.
Et pour calculer la durée de détention du bien de vos enfants, ce sera en fait la date de la donation de la nue propriété des parts qui va être prise en compte. Du coup, vos enfants avec cette astuce, ils n'auront pas de taxes ou alors vraiment très peu de taxes sur la plus-value à la revente, même si le bien prend de la valeur entre le jour où vous avez fait la donation et le jour où ils vendent. Puisque si vous faites la donation à 50 ans et que vous mourrez à 75, ça fera 25 ans qu'ils auront reçu la nue propriété, et du coup à 25 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez le tableau des plus-values, je vous le raffiche à l'écran ici, en fait vous allez être taxé sur un montant très faible. Ça permet vraiment, vous voyez, d'adoucir la fiscalité pour les héritiers. Pour toutes les personnes qui ne comprendraient pas ou ne se rappelleraient pas comment on va faire la donation, en fait, vous savez, c'est comme dans l'autre astuce. Quand vous allez créer une SARL de famille, vous allez du coup avoir la SARL qui n'a pas de fonds, qui a une dette de 266 000 et des poussières envers vous, personne physique, et qui sera propriétaire d'un bien à 250 000. Donc en gros, les parts de la société, comme elles sont autant endettées qu'il y a d'actifs, ne vaudront rien. Elles vaudront genre 1 euro. Et du coup, si vous donnez la nue propriété des parts à vos enfants, et que vous avez 100 parts, ça veut dire que vous allez faire une donation à chaque enfant d'une valeur de 50 euros. Donc vous aurez juste les frais du notaire, mais ça rentrera pas du tout dans le cadre de la donation. Et c'est au fur et à mesure du remboursement de la dette envers vous, personne physique, que du coup vos enfants vont en fait être nus propriétaires d'une société qui prend de la valeur, puisqu'elle garde de l'actif, mais elle diminue sa dette, vous voyez. Et donc ça permet du coup de pas faire de donation, de pas épuiser les fameux 200 000 euros de donation auxquels vous avez le droit tous les 15 ans auprès de vos enfants et tout ça. Ça c'est la même astuce que dans la première vidéo. L'autre option, donc là on a vu la première, voici la deuxième. C'est que vos enfants vont créer, si ils ont plus de 16 ans, une SARL de famille directement ensemble et ils vont vous acheter le bien. Ainsi, du coup, ils auront une dette envers vous, du prix de vente et des frais de notaire, mais ils seront plein propriétaires du bien. Du coup, l'avantage de cette méthode, c'est que vos enfants ne vont pas être obligés d'attendre que vous décédiez pour gérer le bien ou le revendre. Typiquement, vos enfants, ils gardent le bien 10 ans, et ensuite, admettons, ils ont besoin d'apport pour un projet perso, je sais pas quoi, et ils peuvent revendre le bien, et normalement, ils récupèrent l'intégralité de l'argent, sauf qu'ils ont toujours une dette envers vous. Donc du coup, ils le vendent, admettons, je sais pas, 280 000, ou 70 000, peu importe, ils récupèrent les 270, et ils vous doivent, du coup, encore de l'argent. Donc par exemple, si vous leur avez avancé à l'époque 250 000, plus les frais de notaire, alors je dis que c'était 16 000, mais c'est un peu plus, on s'en fiche, on va dire 266 000. Si vos enfants, au bout de 10 ans, ils vendent le bien, ils vous auront déjà remboursé la moitié du capital dû, donc 133 000 euros. Du coup, s'ils vendent des appartements pour 270, du coup, il leur restera 137 000 euros de capital à se partager. Vous voyez, ça c'est pas mal. C'est mieux que dans la première option, puisque dans la première option, comme ils avaient que la nue propriété, en fait, si il y avait une vente, c'est partagé entre le nu propriétaire et l'usufruitier selon l'âge. Vous voyez, donc du coup, ils auraient récupéré moins d'argent. Voilà, donc en fait, la deuxième option, si vous voulez, c'est plus pour des personnes qui veulent se dire, ok, au pire, si mes enfants, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils veulent vendre le bien, moi, je sais que je touche mon prix de vente, ils me devront toujours ma dette, et puis après, ils feront ce qu'ils veulent de l'argent. Alors que quelqu'un qui est plutôt dans une optique de dire, au moins à mon décès, ils n'auront pas payé de droit de succession, par contre, si je vis encore 40 ans parce que je suis en pleine forme, je suis sûr de pas avoir donné, on va dire, entre guillemets, quasiment un bien. Je suis sûr d'avoir des loyers qui vont rentrer sur ce bien jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça la subtilité entre les deux options. Évidemment, ça peut paraître très brouillon et ça peut être du coup un peu complexe à comprendre, donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter sur notre site internet si vous avez besoin d'une simulation personnalisée, si vous voulez des conseils personnalisés, mais globalement, retenez que cette solution, cette astuce, elle permet de tenir donc 24 ans sans impôt dans un premier temps, puis avec cette méthode, à nouveau tenir environ 20 ans sans fiscalité et transmettre intégralement ou quasi intégralement votre patrimoine locatif, sans aucun droit de succession. J'espère que cette vidéo alternative vous aura plu, que vous aurez quand même compris l'idée que je voulais exprimer. Ça fait appel vraiment quand même à des notions très complexes, donc franchement, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à peut-être poser des questions aussi dans les commentaires, si c'est pas trop long, parce que c'est quand même compliqué de répondre à tout, surtout sur des sujets aussi complexes. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo où on attaque la partie pratico-pratique sur la recherche des biens à haut rendement. Merci à tous et bonne journée.